Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Que se passe-t-il sur les cours? Alors, j'ai pas ma boule de cristal sous les mains, tant pis, je vais pas pouvoir vous dire ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est clair, ça fait assez plaisir de voir un peu de vert sur le marché aujourd'hui. Ne soyez pas trop greedy, je le sens moyen. Néanmoins, pour ceux qui suivent les vidéos que je fais sur ma chaîne, j'avais lancé un long sur la DeFi. Et ça se porte bien, je suis assez content, puisque j'ai déposé 2380$ et ça vient de s'actualiser à 2439. C'est magnifique, que demande le peuple? Super. Première news qu'on a pour aujourd'hui autour de la DeFi, c'est DeBank. Alors, j'en ai quand même beaucoup parlé de DeBank, merveilleux outil de suivi. En plus, j'étais dessus à l'instant. Ils ont lancé leur fonction Say Hi, ou Hi tout court. Donc, qu'est-ce que c'est que cette petite fonction? Alors, je suis un petit peu partagé. D'un côté, je trouve ça pas mal, et de l'autre côté, je trouve ça un peu... c'est la direction qu'ils ont l'air de vouloir prendre. Mais en gros, c'est un service de messagerie où on peut payer d'autres utilisateurs pour leur envoyer un message. Et comment ça marche? Alors, on doit se créer un compte, entre guillemets, un compte, on va dire, pour pouvoir déposer des cryptos sur DeBank. Donc, je crois que si je vais dans Say Hi, voilà, là, je peux m'enregistrer. C'est pas traduit en français, donc je vous fais la traduction. En revanche, seul petit problème pour l'instant pour ça, c'est que pour s'enregistrer, il faut passer une transaction, parce que je l'ai fait quand même sur un wallet perso pour voir comment ça marchait. Il faut passer une transaction sur le réseau Ethereum. Je sais pas ce que ça va donner. Donc une fois que vous êtes enregistré sur ce fameux Debunk Layer 2, vous pouvez déposer des USDC. Alors j'ai pas testé, je suppose que pour l'instant les deposits, c'est que des USDC sur Ethereum. Pareil pour les retirer, à voir comment ça va se passer. Mais du coup, ça peut être sympa pour les influenceurs. Du coup, ça peut proposer une plateforme pour être payé en crypto, pour répondre aux gens. Je suis moyennement convaincu. Ça peut avoir des utilités, mais je suis quand même moyennement convaincu par la fonctionnalité. À voir comment ça va évoluer. Mais de toute façon, DeBank, ils étaient vraiment dans cette optique d'apporter des services comme ça. Donc assez curieux de voir ce qui va se passer. Deuxième news, on va avancer un petit peu. Premier rug pull sur Aptos. Alors j'ai été lire tout le thread, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a eu une IDO. Voilà, c'est une levée de fonds en crypto sur la blockchain Aptos. Personnellement, je me suis pas encore trop tourné vers l'écosystème. Je vais essayer d'aller creuser un petit peu, mais ils ont fait une IDO, ils ont levé 5 millions de dollars et les tokens ont été libérés à la date où c'était prévu, mais il n'y avait aucune pool de liquidité, donc on pouvait pas échanger le token, il n'avait pas de valeur du coup. Les fonds pendant un moment ils sont partis sur FTX comme c'est écrit. C'est moyen. Il y a un dev aussi, voilà, son compte Twitter qui a été supprimé, son GitHub aussi. Franchement c'est très mauvais signe ça quand ça arrive. Ils sont revenus, voilà, il y a une petite update si vous voulez suivre le thread. Ils sont revenus d'un coup. Ils ont apporté de la liquidité. On peut échanger leurs tokens. Sincèrement, ok, c'est cool, ils sont quand même revenus, ils sont peut-être pas partis à Dubaï avec l'argent, mais aucune confiance. Comme le gars du thread, aucune confiance envers ce projet. Quelqu'un qui lève 5 millions, qui se barre et qui revient comme si de rien n'était, aucune confiance. Alors, Crypto Farmer, voilà, qui nous dit NIR stop le stablecoin algorithmique USN. Alors, j'en avais entendu parler une fois parce qu'il avait 10 pegs. D'ailleurs, par curiosité, qu'est-ce que ça donne l'USN en ce moment? Il vaut 1$. C'est assez marrant du coup comme news. Je sais pas si ils sont revenus sur leur position depuis. J'ai juste vu le thread de Crypto Farmer, mais je crois que si je me mets en un an, je crois que vers mai, un petit peu vers mai, après l'affaire de Terra, je crois qu'il avait 10 pegs. J'ai le souvenir pourtant qu'il avait 10 pegs l'USN à un moment, mais peut-être que je me trompe. Peu importe. Visiblement, il n'y a pas assez de liquidité. Il est sous-collatéralisé. J'ai pas été lire l'article, hein, j'ai pas été double-checker la source. Mais voilà, un stablecoin qui disparaît, mais étonnamment, il est stable. Je sais pas comment ça va se passer pour ceux qui ont de l'USN, mais si jamais vous êtes concernés, c'est bon à savoir. Et perso, je savais même pas qu'un scénario comme ça était possible, des gens qui disent Nick, on arrête le stablecoin, on va vous rembourser, ou en tout cas on va faire un programme de protection. Je sais pas comment ça va se passer. Déjà le nom il pue un peu, hein. Pour moi ça veut dire les premiers ils vont réussir à pas avoir de pertes, et ceux qui arriveront un petit peu trop tard, ils auront peut-être 20% de pertes sur leur stablecoin. Il y avait cet article sur la plateforme Freeway qui suspend tous les retraits d'un coup.
un peu comme l'a fait Celsius. En ce moment, la CeFi, c'est plus trop ça. Hein. On se rend compte que quand on est en bear market, quand on n'a plus la DeFi à côté justement qui nous ramène des 30%, 50%, 80% d'intérêt sur des stablecoins, hein, on est un petit peu frileux au niveau de la CeFi et on préfère bloquer les retraits. Ça, c'est comme pour la news sur l'IDO, sur Aptos, sur Morito Market. C'est le genre de truc, c'est red flag, c'est pas bon du tout, c'est très 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 mauvais signe. Une plateforme qui suspend les retraits, on a vu comment ça s'est fini pour Celsius. Hein. En plus de ça, il y a eu le leak de tous les utilisateurs sur Celsius, c'est assez chaud. Mais au moins, là, si vous connaissez le nom de vos influenceurs préférés, s'ils étaient sur Celsius, vous pouvez les voir si c'était des mythos ou pas, s'ils sont bien sortis avant ou s'ils avaient encore des fonds, ce qu'ils ont perdu. Freeway, une plateforme de staking qui proposait de rétribuer ses utilisateurs à un taux de 43% par an. C'est quand même assez élevé, 43% par an. J'avais déjà fait la simulation, je crois, la semaine dernière, mais si on commence avec $100, la première année, on est à $143, au bout de 2 ans, 204, et si on fait ça une dizaine de fois, vous voyez qu'on arrive à des valeurs quand même assez abusées. Donc moi, je me méfie des rendements que je ne comprends pas et qui sont très élevés comme ça sur du long terme. Parce que l'effet en fait de réinvestissement sur chaque année, il est vraiment à prendre en compte. Et là, on a fait un x25 en 10 ans, je ne sais même pas peut-être. J'ai pas compté combien de fois j'ai fait la répétition. Alors que si on fait que 10% d'intérêt, ce qui est déjà assez élevé, hop, tac, 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 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est déjà quand même, bon, on a fait x2,6 en 10 ans, mais on n'est pas sur du x25. C'est ça que je veux dire. Dès lors que vous voyez des choses comme ça, il faut quand même être assez méfiant. On enchaîne vite fait les news. Ça, je vous le laisse pour vous. J'ai pas été lire, mais top 5 des potentiels airdrops de tokens à ne surtout pas manquer. Moi, je suis pas un chasseur de airdrop, mais si jamais il y a des gens que ça peut intéresser, il y a un article sur Cryptos par rapport à ça. Vous avez Layer 0, vous avez Sui, vous avez Say Network, K-Network, je sais pas comment ça se prononce, on s'en fout, et Atlantis, voilà, avec des bonus, n'hésitez pas. Moi, c'est pas mon truc de chasser les airdrops, c'est pour ça que j'ai sélectionné cet article pour cette semaine, parce que c'est un petit peu d'actualité avec Aptos récemment, tout ça, mais ça m'intéresse pas trop. Autre article que j'ai pas été lire entièrement, mais il m'a juste trop fait rire, je voulais le mettre dans le live, c'est Interpol qui débarque dans le métaverse. J'ai même pas besoin de lire l'article. C'est juste, c'est drôle, c'est très drôle. Ils ont fait une reproduction virtuelle des bureaux du siège d'Interpol. Allez, au Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre crypto-friendly. Alors, je connaissais pas spécialement le bonhomme, Rishi Sunak. Sunak, il s'est déjà exprimé plusieurs fois en faveur des crypto-monnaies. Et ça, c'est le genre de truc que je disais plutôt dans le live. En bear market, les choses se construisent et il y a pas mal de bonnes news qui affluent. Et je sais très bien que début 2021, quand il y avait toute l'effervescence dans le marché crypto, ça typiquement c'est le genre de news, ça aurait fait d'un coup plus 15% sur Bitcoin sans problème, les alts, ça aurait fait des x2 partout. Et pour faire écho à la semaine dernière, je vous avais parlé vite fait de l'affaire Mango Market et il y a eu un petit rebondissement. Alors le gars qui a fait toutes les saloperies sur Mango Market, qui a hacké, entre guillemets, techniquement c'est plus compliqué que ça, c'est plus une manipulation de marché, mais bref, le mec qui était au cœur de ça, il a créé un shitcoin qui s'appelait Mango Inu. Le truc est monté à 250K. Alors il s'est fait devancer, c'est écrit un petit peu plus loin dans l'article, il s'est fait devancer par un bot, mais il a quand même pu retirer $100 000 de bénéfice sur ce shitcoin. Il avait mis clairement entre parenthèses à la fin de son tweet, pour être clair, si vous achetez ça, vous perdrez définitivement tout votre argent. Enfin en tout cas tout votre argent dans cet investissement. Voilà, le mec il a pas peur. Le mec il insiste. Vraiment il est assez. Je respecte quand même parce qu'il est assez couillu de faire un truc comme ça. Mais en même temps, je trouve que c'est quand même un être humain qui n'a pas beaucoup. Enfin, j'ai pas énormément d'estime pour lui. C'est assez affligeant. Le conseil le plus basique, c'est vraiment d'avoir, soit si vous avez la possibilité, un appareil dédié à vos cryptos. Alors moi je suis d'avis de privilégier un PC portable parce que je trouve que c'est plus optimisé à l'usage des cryptos, notamment sur la DeFi. Parfois il y a des sites qui sont très mal optimisés sur mobile. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez utiliser un ancien téléphone que vous avez formaté 15 000 fois, que vous êtes sûr il n'y a rien dedans, pas de malware restant, on ne sait jamais. Mais déjà ça c'est le premier truc, essayez d'avoir un appareil dédié à ces cryptos, si possible formatez-le, vraiment n'ayez pas grand chose dedans. Au pire un appareil qui sert aux cryptos et a vraiment 2-3 trucs qui
qui sont pas reliés à Internet, j'en sais rien. Si vous êtes écrivain ou si vous écrivez à vos heures perdues, bah, vous pouvez vous servir de votre PC pour quand même un logiciel de traitement de texte. À part si vous allez sur le darknet, mais normalement il y en a des gratuits en libre accès open source sur internet, donc vous n'avez même pas besoin de hacker un logiciel de traitement de texte. Mais bon, normalement vous pourriez faire 2-3 activités en plus de vos cryptos, mais voilà, dans l'absolu, privilégiez quelque chose où c'est que les cryptos. Si vous n'êtes pas dans la capacité de faire ça, vous pouvez toujours essayer de limiter le risque en privilégiant au moins un navigateur. Si vous êtes sur PC, si vous êtes sur mobile, ça va être plus compliqué. Moi déjà, je vous conseille pas trop, à part si vous n'avez pas le choix, si vous avez qu'un téléphone portable, je vous conseille pas trop déjà de mettre vos cryptos sur un smartphone. Je vous conseille pas trop de vous disperser, de vous mettre sur 15 000 wallets aussi. Restez sur un wallet par utilisation, voire un wallet par 2-3 utilisations. Dans le sens où si vous voulez un wallet pour hold des cryptos, pour les garder, c'est très bien, vous pouvez faire ça. Et à la limite, à côté, vous avez un wallet où vous avez un peu plus de flexibilité. Typiquement, vous avez une ledger sur laquelle vous allez déposer vos bitcoins, vos ethers qui ne vont pas bouger. Et un autre wallet, soit si vous n'avez pas tant de crypto que ça, vous pouvez rester sur un wallet, un hardware wallet, on appelle ça, donc un MetaMask sans ledger derrière. Et là, bah, vous pouvez mettre vos cryptos, sinon une deuxième ledger éventuellement. Qu'est-ce que je recommande comme cold wallet en termes de ratio, prix, fonctionnalité, sécurité? Alors j'attends, je pense, là, 2023, je pense que je vais commencer à acquérir d'autres hardware wallet. Parce que pour l'instant, j'ai de l'expérience. Hardware wallet. Cold wallet. Donc, ah bah si, hardware wallet, je suis bête. Je me suis trompé de terme. Quand j'avais parlé de MetaMask, je voulais dire software wallet. Bref, c'est pas grave. Parce que hardware wallet, du coup, c'est une ledger, justement. C'est physique, hardware. Donc pour l'instant j'ai l'expérience qu'avec les ledgers, mais je pourrais très bien voir des tutoriels ou voir des vidéos, des avis par rapport aux autres wallets. Ça pourrait déjà me donner des idées, mais je préfère vraiment tester par moi-même. Et j'ai une petite idée, je sais que ma mère elle a un petit peu de Bitcoin, mais pour l'instant je les garde avec les miens et je me dis je vais trouver un wallet, pas un ledger justement. Je sais qu'il y a SafePal, il y a d'autres wallets qui coûtent beaucoup moins cher. On peut en avoir pour 30-40 euros. Je crois que un SafePal c'est 30 $ ou 40 $. La Ledger Nano S que je vous ai présentée là, je crois qu'elle est même plus en vente. Elle est nulle. Sincèrement, elle est plutôt nulle. La Nano S Plus qu'ils ont sorti, enfin en gros, j'ai les deux de toute façon sous la main. Hop, c'est le mélange entre la Nano X et la Nano S. En gros, c'est une Nano X sans le Bluetooth et avec le design de la Nano S. Alors, je vais pas vous mentir. La Nano X, en termes de design, elle est plus sympa. Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre 2 fois plus cher là-dedans pour avoir le Bluetooth? Je m'en sers jamais du Bluetooth. Ça sert à rien. Bref. La Nano S Plus est très bien si vous voulez rester chez Ledger. Allez pas sur une Nano X. Je trouve que la Nano X ne sert à rien. Et en plus, ils l'ont augmenté de prix. Elle vaut 150 balles maintenant. Avant, enfin 149. Avant, c'était 119. Il n'y a pas si longtemps, j'avais vu quelqu'un sur Twitter qui s'était plaint parce qu'il s'était fait hacker. Il ne comprenait pas la raison. Et il avait mis en fait les transactions de hack. Et il n'y avait pas son adresse de wallet sur le screen, mais on peut retrouver son adresse très facilement parce que quand on affiche ce genre de screen, alors je sais pas si je peux vous le retrouver, en fait avec juste quelques éléments et un explorateur de blockchain, on peut retrouver des adresses super facilement. Si on veut vraiment bien planquer ce qu'on fait sur la DeFi, enfin dans ce cas sur Ethereum et les blockchains Ethereum Virtual Machine compatibles. Voilà, il faut vraiment tout cacher. C'est un peu débile, je trouve, mais c'est la magie du fait que c'est une blockchain publique. Bref. Mais juste grâce au hash, ici, que vous voyez sur les transactions, et grâce au numéro de bloc, vous pouvez aller retrouver en fait les adresses qui ont fait les transactions. Vous allez sur Etherscan, vous mettez le numéro de bloc, vous essayez de retrouver ce hash là, et ensuite quand vous êtes sur le hash, vous voyez la transaction, et si vous voyez la transaction, vous voyez qui l'a fait. Même si vous êtes sûr de pas avoir fait de bêtises, le moindre petit détail en fait, ça peut vous faire perdre votre clé privée. Suffit que vous ayez signé une fausse transaction sur la blockchain, ou alors que vous ayez un malware sur votre téléphone, ça peut arriver. Voilà, vous pouvez vous faire en fait dérober votre clé privée sans vous en rendre compte. C'est quand même assez rare ce genre de cas de figure. En général, les gens qui se font hacker entre guillemets leur clé privée, c'est parce qu'ils l'ont donnée. C'est parce qu'ils l'ont donnée à quelqu'un. Bah, évidemment, si on vous demande votre clé privée, ne la donnez pas. Et dans le doute, si jamais vous êtes sur la DeFi et que vous avez une transaction qui est un petit peu bizarre, par exemple, vous vous rendez sur Curve, parce qu'il y avait eu un souci avec Curve il y a pas très longtemps, et
que à peine vous êtes sur Curve, on vous demande de faire une transaction, mais ça vous paraît bizarre, dans le doute, ne faites pas la transaction. Vaut mieux ne rien faire que de faire une bêtise. N'ayez pas la flemme de noter votre clé privée, votre phrase de récupération. C'est très important. Si vous avez une mise à jour sur votre PC, que ça supprime votre wallet, ou même une mise à jour sur votre navigateur, que ça supprime votre wallet, ou peu importe, vous serez bien content d'avoir gardé votre clé privée, de pouvoir récupérer vos cryptos. Alors je sais que ça peut paraître hyper basique comme conseil, mais même moi ça m'est arrivé. Un des tout premiers wallets que j'avais, c'était BitPay je crois, et j'avais mis un truc comme 10-15$ en Bitcoin. J'avais oublié de noter ma clé privée, ou alors plutôt l'application m'avait dit de la noter et j'ai fait ouais je le ferai plus tard, et je l'ai jamais fait plus tard, et un jour je sais plus, je crois il y avait une mise à jour, et quand j'ai quand je suis retourné sur BitPay, il m'a demandé ma clé privée. Parce que du coup, il s'est mis en fait comme si je l'avais désinstallé, réinstallé, et du coup, je devais reconnecter mon portefeuille. Voilà, 10-15$ de Bitcoin perdus dans la nature, que j'avais acheté autour de 10 000$. Donc aujourd'hui, c'est 20-30$ perdus dans la nature. Si jamais vous n'êtes pas tout seul chez vous, c'est pas forcément le meilleur moment pour aller faire joujou avec ces cryptos. Surtout si vous avez tendance à laisser votre PC allumé et à vous lever à partir de 10 minutes à faire autre chose. Je dis pas qu'il ne faut pas ne pas avoir confiance en son entourage, mais quand même, on sait jamais. C'est un truc assez basique. Voilà, vaut mieux ne pas risquer que risquer. Cette phrase ne veut rien dire, mais vous avez compris. Déjà, le premier conseil que je pourrais vous donner éventuellement, ce serait d'utiliser un wallet comme Rabby, ou en tout cas d'éviter MetaMask, parce que MetaMask c'est sympa, mais ça vous donne moins d'informations sur vos transactions. Je trouve que Rabby est plus transparent, et quand vous faites une transaction, il va vous dire si vous êtes en train de faire une bêtise ou pas. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir, ça va être assez concret. Alors, je vais tricher, je vais simuler un exemple que je ne suis pas censé pouvoir faire. Mais imaginons, là j'ai un peu d'USDC dans mon portefeuille, imaginons que j'ai envie d'échanger 10 USDC contre des Ethereum, mais qu'en ce moment, les frais sur Arbitrum sont tellement chers que je ne peux pas payer ma transaction, que j'ai pas assez pour la payer. Donc je vais simuler ça sur Rabby. Hop, on va changer tout simplement le gaz, on va mettre une valeur abusée. Là, il va me dire que la transaction devrait fail. Là, la bêtise, c'est que vous voyez, ma transaction me coûte 450$ de frais. Évidemment, hein, ne payez pas une transaction aussi chère, même sur Ethereum. Hein. Quand c'était le bull run, il y avait ça. Quand vous alliez sur Google et que vous tapiez PancakeSwap, là je vais taper, si je tape Pancake ça marche pas évidemment, PancakeSwap, là il n'y a pas de publicité. Vous voyez, on a directement le vrai PancakeSwap en premier, mais en bull run on avait des faux PancakeSwap. C'était le même titre, c'était la même description, mais c'était pas le même URL. Attention, en bull run, ne cliquez pas sur le premier lien, vraiment assurez-vous, cherchez le bon lien. On va passer un step au-dessus. On va analyser un petit peu un projet. Qu'est-ce qui sent pas bon dans un projet DeFi? Alors là, ça va être assez technique. Hein. Accrochez-vous. Alors, dans l'après-midi, j'ai découvert Mugen Finance et je me suis demandé si ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Alors, le premier truc que j'ai vu, c'est que dessus, on pouvait déposer des USDC. Et première chose qui est pas terrible, c'est que on sait pas vraiment ce qui se passe. On dépose des USDC, on reçoit des Mugen, on peut staker les Mugen, mais à aucun moment, en fait, on voit notre rendement. À aucun moment, on voit l'APY ou l'APR. On sait juste qu'on gagne de l'ETH. Simple, comme ils disent. C'est tellement simple, j'ai envie de vous dire que ça pue. Alors certes, la DeFi, c'est pas forcément toujours très difficile. Un exemple ultra facile, c'est AAV. Vous avez des USDC, vous les déposez, c'est bon, ils commencent à vous faire des intérêts. Alors on peut aller faire des stratégies plus compliquées si on va emprunter et tout, mais on peut faire vraiment un truc super simple sur AAV, juste déposer et attendre. Mais pourquoi Mugen, ça sent pas bon? Ça paraît si simple. Déjà, on ne sait pas ce qu'on gagne. Déjà, quand on ne sait pas ce qu'on gagne, c'est pas bon signe. Premier truc qui peut mettre la puce à l'oreille. Deuxième truc, c'est les cryptos qu'on peut déposer. Éventuellement, comment ça se passe? Là, on dépose des USDC et on reçoit du Mugen. Alors, le token, je ne le connaissais pas du tout. On peut aller le retrouver, ce token, sur arbiscan.io. C'est la même chose qu'Etherscan, mais pour Arbitrum. Là, le MGN, je suis sûr que c'est celui du projet Mugen. Mais c'est vraiment très bizarre. Parce qu'on peut récupérer l'adresse de contrat du Mugen, on peut aller ensuite sur Uniswap, on peut l'échanger cette crypto. Il n'y a aucun souci, on peut aller l'échanger. Hop, Launch App. Regardez, je colle l'adresse de contrat que j'ai été récupérée pour le MGN. Ah, je ne suis pas sur Arbitrum. Du coup, c'est pas le bon token. Voilà, là, vous voyez, il reconnaît bien MGN, Mugen, blablabla. Il m'avertit que ça peut être une arnaque. Et là, si je veux échanger un MGN contre des USDC, vous voyez, je vais recevoir 100$. Et à l'inverse, si je veux un MGN, ça me coûte un chouïa plus cher, mais ça me coûte 101$. Imaginons que je veux carrément 5 MGN. On va prendre un exemple avec plusieurs, vous allez comprendre pourquoi je fais ça.
ça me coûte, on va arrondir, 500$. Si je suis sur le site directement, que je veux déposer 500 USDC, alors je pourrais zoomer, mais je pense qu'on le voit quand même, ça va me minter, ça va me créer 3 Mugen. Donc déjà, il n'y a aucun intérêt en fait à utiliser leur site pour minter leur crypto-monnaie. Parce que c'est plus optimal en fait d'aller la récupérer sur Uniswap. On en reçoit plus. À la limite, on pourrait se dire c'est peut-être juste de l'arbitrage. Peut-être que c'est juste une opportunité qu'on a. À la limite, pourquoi pas. Mais du coup, on pourrait revendre les MGN ici, mais c'est pas terrible parce que dès qu'on les achète sur Uniswap, si on les revend, on perd forcément. Donc on est obligé de les hold un petit peu et d'espérer qu'ils prennent de la valeur. Donc là, en fait, on est sur un investissement et c'est pas bon. Parce que moi, le principe de base que j'imaginais sur Mugen, c'est qu'on déposait des USDC, qu'ils étaient convertis dans une autre crypto, mais qu'à tout moment, ces Mugen, on pouvait les ressortir en USDC directement sur le site, sur l'interface. On peut pas faire ça. Donc déjà, vous pouvez déposer une crypto, vous convertissez une crypto et la crypto que vous recevez, vous pouvez pas la sortir, vous pouvez pas en tout cas récupérer la crypto de base. C'est bizarre. Je vais prendre un petit raccourci, mais je vais vous dire ce que c'est Uniswap. C'est un exit liquidity pour les gens qui ont minté des Mugen au tout début. Parce que j'ai été lire dans la documentation, au début, un Mugen, ça se mintait à 13$. Ça veut dire qu'on pouvait en récupérer un pour 13$. Et vous voyez que maintenant, on peut le revendre à 100$. Donc c'est bénef pour ceux qui avaient minté au début. Et en général, ceux qui mintent au début, c'est les développeurs. Donc ne faites pas les malins, faites pas la course aux développeurs. J'avais ouvert D-Bank aussi. Ça, c'est un outil qui peut être vachement pratique pour avoir des données sur les utilisateurs. On peut voir qui utilise Mugen Finance, en tout cas on peut voir le top 100. Et ce qui est bien, c'est de voir s'il y a des grosses baleines dans le top 100. Alors généralement, les grosses baleines, on va les reconnaître, soit leur pseudo si vous les connaissez, ou alors c'est des gens déjà qui ont un pseudo, qui sont quand même quelqu'un dans l'écosystème. Et là déjà dans les 10 premiers, il n'y a personne, et même ceux qui ont des pseudos, ils ont déposé genre 50 000$. À mon avis, c'est des gens qui se doutent de quelque chose, mais qui tentent l'opportunité, vous voyez. Voilà, c'est pas non plus une méga baleine, le gars a quand même quasiment $1 million, ça vient de s'actualiser, il a $1 million, mais il a risqué 5% de ses cryptos dessus. Si vous aviez $1000, c'est comme si vous risquiez $50 sur un shitcoin. Donc voilà, le fait de ne pas avoir des gens qui mettent vraiment beaucoup de sous-sous, c'est pas bon signe. Prochain petit tips en termes de sécurité, vous avez un site qui s'appelle Scamdoc. Alors pour la crypto, souvent ça va vous donner des résultats assez pas terribles. AAV, je sais pas, je l'avais fait avec un gros protocole, je sais plus, c'était AAV, PancakeSwap, Uniswap, un truc comme ça. La note était pas terrible. Pour le coup, AAV a une assez bonne note, mais si on prend Mugen Finance, qu'on retourne sur scamdoc.com, on va analyser Mugen Finance. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme score ? 1%. Alors, dans les cryptos, des fois, on a des sites qui ont un score assez faible, mais qui sont pas mauvais pourtant. Donc, il faut voir un petit peu plus loin quand on est sur Scamdoc. Ce qui peut être intéressant, c'est est-ce qu'on a la localisation, des gens qui détiennent le nom de domaine. Et là, on l'a pas. C'est pas bon. C'est pas bon. En général, quand vous voyez que le truc il est en Suisse ou qu'il est en France ou même qu'il est aux États-Unis, dès lors que vous le voyez, c'est toujours mieux que ce soit caché. Le nom de domaine a été créé très récemment et il expire, c'est juste quelqu'un qui a pris un nom de domaine pour un an. En général, quand vous voulez prendre un nom de domaine, c'est sur une année, c'est pas bon signe. Le truc il termine déjà en septembre 2023, c'est pas bon signe. AAV, j'ai pas été voir, mais je suis sûr que le nom de domaine termine plus tard. AAV, le truc existe depuis 97, j'imagine qu'ils ont payé un truc qui existait déjà, mais c'est valable jusqu'en 2026 le nom de domaine. Ça veut dire que le site devrait toujours être accessible jusqu'en 2026. Et après cette date, s'ils renouvellent pas leur contrat, on va dire, avec la plateforme qui leur vend le nom de domaine, ils pourront plus l'exploiter. Bon, niveau sécurité, il y a ça qu'on peut faire en plus, qu'on a comme outil à notre disposition qui sont pas trop compliqués. Mais il y a pas mal de petits projets, souvent c'est des scams qu'il y a sur Rugdoc, mais vous avez des informations. On va prendre le premier qui nous vient, Mutrition. Alors souvent c'est quand même des trucs assez techniques, mais vous avez si vous connaissez rien à la technique, vous savez en un coup d'œil si c'est à haut risque, si c'est risque moyen ou si c'est pas risqué. Mais dernière chose, et ça c'est vraiment la plus importante, je vous la montre en dernier parce qu'il n'y a que ceux qui ont tenu jusqu'au bout, vous êtes récompensés. Vous avez le plus important, c'est d'aller directement voir si les devs sont actifs sur les réseaux sociaux.
Depuis quand les réseaux existent aussi éventuellement, même si ça c'est pas forcément un bon signe, ça peut quand même vous mettre la puce à l'oreille. S'il n'y a pas de réseaux sociaux en général, c'est pas bon. Donc ils ont un GitHub, un wiki, un Twitter. Ils ont très peu d'abonnés, ils ont rejoint en juin 2022, c'est quand même assez récent, donc méfiance. Je connais pas le projet, mais là, les réseaux sociaux, ça m'a pas trop... j'ai pas été voir depuis quand ils sont actifs, mais je suppose qu'ils sont actifs. Hein. Pour l'instant, c'est pas ça qui me met trop la puce à l'oreille. On peut cliquer sur About ici, et du coup... non, c'était où qu'on a la documentation ? Je crois que c'est dans le white paper. Voilà, je crois que c'est dans le white paper, c'est bien ça. On a accès à la documentation du site. Et j'ai jamais vu quasiment une documentation aussi vide. Mais c'est vide de chez vide. Je vous montre la roadmap par exemple. Alors phase 1, phase 2, phase 3, long terme. Aucune date, rien du tout, même pas genre 2024, 2023, que dalle. C'est assez vide. Ils ont mis des trucs qui veulent rien dire. Ajouter plus de stratégies. Augmenter les liquidités. Ok. S'implémenter sur plusieurs blockchains. Enfin en cross-chain. Ouais, ok, super. C'est ça votre roadmap ? Ça pue la merde. Il y a les adresses de contrat, mais bon ça c'est basique. Gouvernance, coming soon. Ah, vous avez plein de trucs qui sont coming soon. Pour l'instant, c'est que sur Arbitrum, donc c'est détaillé sur Arbitrum la stratégie, mais pareil, il n'y a pas grand chose. Polygon, coming soon, coming soon. Tokenomics. Les tokenomics, alors, quand même, il y a un petit effort. Ils ont mis un graphique. Putain, le graphique, ils ont osé faire un graphique camembert avec une seule couleur. Allez vous faire foutre. Clairement, allez vous faire foutre. Et c'est là que j'ai appris que le token a été minté à 12-13$. Je veux pas être médisant, je connais pas la team, j'ai juste découvert ça dans l'après-midi, mais là j'ai tous mes signaux qui me font dire que ça pue la merde. Et la documentation, c'est le pire truc. Enfin, c'est nul, elle est nulle leur documentation. Même les graphiques, ils sont pétés. Voilà, le protocole prend 10% de frais pour les services. C'est beaucoup 10%. Déjà que Biffy Finance, c'est un protocole qui va réinvestir les intérêts, blablabla, c'est assez connu. Eux, je trouve qu'ils prennent un petit peu cher. Ils prennent beaucoup, ils se servent quand même. Je prends la première stratégie qui me tombe sous la main, à 9,5% de performance fees. Mais ça en général, c'est sur les trucs un peu plus risqués. Sur les trucs pas trop risqués, ils sont moins gourmands. Ah, c'est peut-être sur Optimisme. Attendez, je vais changer de blockchain. Putain, je me suis contre Uno tout seul là. Ça peut-être ? Ils ont augmenté leur performance fees ? Oh les salauds. Genre, il y a quelques jours, j'avais vu que les performance fees ils étaient autour de 4% et des poussières. Ils ont augmenté les... Ça, c'est pas terrible. Hein. C'est pas cool, je trouve. 9%, c'est beaucoup. Hein. Désolé Biffy, j'allais vous défendre, mais là, inadmissible. 9%, c'est trop. Ah, 9%, c'est trop. Pour la sécurité, bah, j'ai presque fini parce que j'ai encore deux petits tips, deux petites astuces pour vous. La première astuce, c'est que quand vous êtes sur une stratégie sur la DeFi, plus le protocole va être risqué selon vous, moins il va falloir rester dessus. Typiquement, si vous mettez des stablecoins sur n'importe quoi, si c'est sur AAV, je pense que vous pouvez rester plusieurs semaines, plusieurs mois sans problème. En tout cas, clairement, les probabilités ne sont pas de votre côté s'il y a un problème. Alors que là, si on va sur Mugen Finance ou même des protocoles un petit peu plus obscurs ou qui ont beau être bien, qui ont beau être audités. D'ailleurs, je n'ai pas parlé d'audit, mais les audits pour moi c'est du vent. Vous avez 90% des projets qui sont audités par des trucs tout pourris. Les audits c'est du vent, c'est pour ça que je l'ai même pas cité dans mes trucs de sécurité parce que quand vous voyez des audits sur la DeFi, alors certes les grosses plateformes font des audits et c'est limite obligatoire et c'est un gage de qualité, mais quand c'est sur des petits protocoles en fait ça a aucun sens parce qu'ils vont se faire, au pire ils vont se faire auditer par des trucs qui acceptent un petit billet pour faire un compte rendu, mais il y a que dalle dans l'audit. Unread Finance par exemple qui est un plus petit projet mais sur lequel il y a quand même des choses à faire, je resterai pas dessus 3 mois par exemple, hein. Même s'il y a 10% d'intérêt en ce moment sur le XDAI sur Gnosis. Restez pas très longtemps et éventuellement aussi, plus une plateforme est risquée et moins va falloir mettre d'argent. Hein, c'est pareil. Sur AAV, le rendement est plus faible, mais vous pouvez vous permettre de mettre un peu plus parce que vous risquez moins, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, si vous avez très peu de crypto, aucun intérêt de vous diversifier. 100$ sur AAV ou 100$ sur une plateforme un peu obscure... Voilà, ça sert à rien de mettre 50 quelque part et 50 ailleurs. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a utilisé la DeFi en live et j'avais mis une stratégie justement avec assez peu d'argent sur la blockchain Gnosis. Alors on va aller voir ça sur DBank. Et vous voyez, j'ai que 100$ sur cette blockchain. Et sur une semaine, il peut ne pas se passer grand-chose. Alors là, ça a bougé un petit peu pendant le live, mais juste avant que je lance, c'est
clairement, ça n'avait pas bougé du tout depuis la semaine dernière, quasiment. Donc on peut aller voir ce que j'ai fait en termes d'intérêt sur SushiSwap. Hop, on va se rendre dessus. Il s'est passé une semaine, j'ai déposé 50 $ de crypto. On va aller dans Earn. Et du coup, j'en étais là. Combien j'ai gagné depuis la dernière fois? Donc mes positions, hop, ça charge. faut avoir un petit peu de patience quand même sur la DeFi, parce que des fois on a des petits bugs comme ça ou des temps de chargement. Vous voyez, j'ai gagné 52 centimes. Après, j'ai mis que 50 $ sur cette fin, 100 $ sur cette stratégie. Donc, et en plus de ça, faudra sûrement soustraire les impermanent loss. Peut-être que là, je suis dans le négatif sur ma stratégie, comme le marché a bien bougé. C'est une stratégie un petit peu compliquée, mais si le marché bouge, en fait, sur ce genre de stratégie, ça peut me faire perdre. C'est vraiment le genre de stratégie qu'on va privilégier avec un marché qui bouge pas du tout. Mais voilà, il y avait quoi d'autre sur... Ah oui, j'avais fait un long. Je me souviens, je vous avais fait voter, est-ce que je fais un long ou est-ce que je fais un short sur la DeFi, et j'avais fait un long sur la DeFi et ça a marché. J'avais déposé à peu près 100 USDC et maintenant, si je vais sur mon investissement, voilà, ma position est ici, je peux... Ah, il va falloir que je les unstake, je parie. Faut que je les unstake. Allez, vous savez quoi, on n'est pas une petite transaction près. Du coup, voilà, maintenant que c'est unstaké, je peux retirer mes cryptos de la pool de liquidité. Et là, vous voyez, mon long a marché. Ouais, j'avais mis 100 USDC. Et là, si je ressors, j'ai 106,75. Donc ça fait en une semaine 6,75% d'intérêt. Alors évidemment, ça n'a aucun sens de faire un rendement annualisé parce que ça ne va pas me faire 6% toutes les semaines. Mais pour vous donner quand même un ordre d'idée, si on étend ça à une année, c'est comme si j'avais fait là un rendement annualisé de 350%. Voilà, ça peut bien marcher ce genre de stratégie. Mais si j'avais fait le short, à la place, si j'avais mis de l'Ethereum, ce que je vous avais proposé ça, là je serais pas terrible. J'aurais sorti moins d'Ethereum qu'au début. Et j'aurais fait sûrement autour du même ratio de perte, 6% peut-être. J'espère que je vous ai appris 2-3 trucs, que ça vous aurait été utile, ce live, c'était le but. Et de toute façon, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas trop compris, là je parle de DeFi, mais la meilleure manière de prendre un peu d'expérience sur la DeFi, c'est de se lancer et de tester par vous-même la finance décentralisée. Il n'y a pas de méthode magique, c'est vraiment le meilleur truc. Vous mettez 50 $ sur une blockchain qui coûte pas cher en frais, et vous apprenez, vous testez. Voilà, bonne soirée à tous, à mardi prochain, et ça m'a fait un plaisir de faire ce live. Salut tout le monde!